Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes candidat à la présidentielle, c'est la 3e fois, je crois. C'est ça. Président de Debout la France, et vous publiez un livre sur le gaspillage avec un titre volontairement choc. Où va le pognon ? Dans les éditions de l'Archipel. C'est à la fois un livre réquisitoire qui compile un certain nombre d'études et un livre programme. On va en parler de votre programme. Comment allez-vous ? Très bien. Je suis heureux de vous voir. Je vous demande ça parce que vous êtes quand même coincé entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, à 2% dans les sondages. Il y a des responsables de chez vous qui sont partis chez Ledit Zemmour. Ça va ? Mais très bien. Mais les sondages, vous croyez encore aux sondages, Elisabeth Martichoux ? Vous y croyez encore sincèrement ? Je me souviens des élections régionales où on nous a cassé les pieds avec les sondages pendant des semaines. Ils se sont complètement trompés à 10 points près. 10 points près. C'est pas des sondages pris sur une petite partie des Français, car n'oubliez jamais ceux qui sont sûrs d'aller voter, alors que la présidentielle, il y a 20 millions de Français qui ne votent pas d'habitude, qui vont voter. Alors pour et moi, je m'adresse à ces 20 millions de Français qui sont écœurés de la vie politique, qui n'ont pas envie que ce soit les journalistes ou les sondeurs qui décident à leur place, et je leur dis, plutôt que d'aller manifester, de porter un gilet jaune, de râler dans votre coin, et vous avez bien raison de râler, je vous dis, allez voter, vous pouvez bouleverser le jeu politique. Et les petites phrases, les sondages, les histoires, j'en ai rien à faire. Alors, il y a un phénomène Zemmour ou pas ? Est-ce qu'il y a un phénomène Zemmour ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, il est très parisien, il est très médiatique. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Que j'aime beaucoup. Que vous avez été proche. Qui a des qualités. Page 243, livre d'Éric Zemmour, La France n'a pas dit son dernier mot. Il rapporte une conversation qu'il avait eue avec un peu fantasmée. Vous. Justement, on va la décrire. Oh là. Je vais la lire et puis vous nous direz. Donc, on est en 2017 et Emmanuel Macron a été élu. Il rappelle que vous lui aviez proposé une place sur vos listes aux Européennes en 2014. Et puis... Non, c'était 2019 d'ailleurs, mais bon. Voilà. Là, pas de mémoire. Là, c'est en 2014 et la conversation date de 2017. Zemmour qui parle de vous, Dupont-Aignan, me dit que je devrais me lancer, que je pourrais être moi aussi candidat à la présidentielle. Et vous ajoutez à Zemmour, si tu es mieux placé que moi, je m'effacerai volontiers. Oui. Pour moi, tu sais, l'important, c'est qu'on gagne. Oui. Éric Zemmour, je vois dans ses yeux qu'il n'en croit pas un mot. L'important pour lui est d'être candidat, même si on perd. Alors, est-ce que d'abord vous l'avez encouragé ? Je ne me souviens pas de ça du tout. D'ailleurs, Éric Zemmour a une sorte de roman. C'est un romancier, en fait. Puisque, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il met avec ses grosses lunettes. J'ai plus de lunettes depuis 20 ans. Donc, oui, alors je ne l'ai pas lu, mais il dit que vous avez des grosses lunettes. Je n'ai pas de lunettes, mais bon, c'est pas grave. L'enjeu, c'est pas ça. Donc cette conversation n'a pas eu lieu. Si, elle a eu lieu. Ce que j'ai dit à Éric Zemmour, et c'est ce que j'ai dit publiquement à tous les Français, en janvier 2020, j'ai dit, casse-cou, il faut organiser une grande primaire ouverte, avec Marine Le Pen, pourquoi pas Éric Zemmour, Dupont-Aignan, Philippot, Retailleau, Wauquiez, et il faut que l'électorat qui ne soit pas macroniste choisisse le meilleur par le vote. Et donc je maintiens. Et je dis que s'il y avait une primaire, peut-être. Et s'il y avait une primaire, attendez, je finis ma phrase. S'il y avait une primaire, j'ai toujours dit que je m'inclinerais. En revanche, je ne m'inclinerai pas devant des sondages, des commentaires, une opération médiatique. Car je crois à la solidité des convictions et je crois au travail de terrain. Alors, du coup, et je vais vous donner un exemple. Je peux poser une question aussi quand même. Si vous dites, je m'effacerai dans le cadre d'une primaire, je respecterai... Bon. Mais le suffrage. Là, il va y avoir des sondages. Et ça ne veut rien dire, des sondages. Attendez, on va se rapprocher d'élections. Oui, ça sera le premier tour. Et il y a un moment, voilà, le premier tour. Donc vous ne vous rallierez pas à Zemmour avant le premier tour, s'il est candidat. Il n'est pas encore candidat. On ne sait pas s'il est candidat. C'est une opération médiatique. Il a des heures d'antenne. Je pense que ça va se rééquilibrer. Les Français ont peut-être le droit de savoir ce que je propose. Ce qui m'intéresse aussi, je crois que les Français ont des problèmes sérieux. Le pays est au bord du précipice. Les Français n'attendent pas des oiseaux de malheur. Ils attendent des propositions, des solutions. Et ce qui m'intéresse, ce sont les solutions. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, si vous lisez le livre d'Éric Zemmour, il est passionnant. Ce ne sont que des petites histoires. J'ai déjeuné avec machin, j'ai fait ci, il n'est pas gentil, il est gentil, un peu romancé. Moi, je sors un livre de propositions chiffrées. Je crois, j'ai été maire 22 ans, j'ai sauvé une ville de la faillite. Je pense que les Français en ont ras-le-bol des petites histoires. Bon, et les Français veulent des solutions. Mais il faut du temps. Mais c'est intéressant et aussi de en revanche,
chacun est libre. Je suis ravi qu'Éric Zemmour apporte sa contribution au débat. Soit il y a une primaire, soit c'est le premier tour. Qu'est-ce qu'il a que vous n'avez pas? Mais j'en sais rien. Mais ça ne m'intéresse pas. Elisabeth Martichoux, je ne suis pas là pour parler de Zemmour. Ça ne vous intéresse pas? Non, je parle aux Français. Non, je parle aux Français. Jamais vous ne vous remettez en cause en Je me remets en cause et je travaille. Et j'apporte des solutions aux Français. Et j'estime que les Français ont quand même le choix. Et que ce n'est pas aux journalistes de décider. Vous avez vos signatures? Je les aurai, oui, ça avance bien. Je demande au maire de me les confirmer. Mais ça avance bien. Parce que vous voyez... Vous ne vous sentez pas trop seul? Pas du tout. Pas isolé? Pas du tout. Et j'ai beaucoup de gens qui me rejoignent. Et là aussi, on met en exergue deux types qui partent. On ne parle jamais de ceux qui arrivent. C'est toujours les petites histoires. Vous avez des bataillons de personnes qui partout en France, qui bossent. Et un réseau de maires, de gens de terrain, désintéressés, honnêtes, qui travaillent. Voilà. Vous êtes imperturbable, vous avez vos convictions, vous et j'aime la France. Et j'ai envie de sauver mon pays. Et pas de ralliement avant. Mais pourquoi des ralliements? À quoi? Comment? À quoi ça sert tout ça? Le suffrage universel. Ça sert à faire gagner. Mais ça veut rien dire. Ah bon? Il y a 2 tours. Le général de Gaulle, il y a 2 tours. Le général de Gaulle a créé l'élection présidentielle au suffrage universel pour libérer les Français du régime des partis. Aujourd'hui, il n'y a pas le régime des partis, il y a le régime des médias. Il y a le régime des sondages, il y a le régime des Parisiens. Eh bien, qu'Éric Zemmour fasse le Tour de France comme moi, très bien. Qu'on soit à la loyale. J'ai proposé une primaire avant le premier tour pour éviter des divisions. Il ne veut pas ni Marine Le Pen. Il y aura un premier tour. Je propose mes solutions aux Français. Et je vais vous dire, le péril de la France, c'est l'abstention. Et s'il n'y a pas de débat sur le fond, il y aura encore plus d'abstention. Il y a du débat sur le fond. Non, non. Il n'y a pas de débat sur le fond, ce ne sont que des polémiques vaines. Qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement? J'aimerais qu'on en parle. J'ai travaillé des dizaines d'heures avec mes équipes. Les questions existentielles que se posent certains Français sur la place de la nation. Mais je la pose depuis un certain temps, reconnaissez-le. Mais moi, j'apporte des solutions. Ce sont des questions de mais les Français, ils veulent des solutions. Et Zemmour, il n'apporte pas de solutions. J'en sais rien, vous lui posez la question. Non, mais moi, je vous le dis. Les Français jugeront. Moi, j'apporte des solutions complètes. Et plus que les autres. Je pense, beaucoup plus précises. Et je vais vous dire, meilleures pour un point fondamental. C'est qu'elles sont basées sur des réalités de terrain et pas des salons. Et deuxième point, et j'ai voulu le faire encore plus cette fois-ci, chiffré. Parce qu'on a vu avec Emmanuel Macron que les discours grandiloquents aboutissaient à des problèmes de quinquennat. Et ça fait 20 ans, Madame Martichoux, 20 ans, qu'on a des campagnes présidentielles avec de la démagogie plein pot, où rien n'est chiffré. Et j'ai voulu cette fois-ci, puisqu'on va tous demander la même chose, sécurité, pouvoir d'achat, école, hôpital, tout le monde va dire la même chose. Et j'ai voulu par ce livre montrer qu'il fallait dire aux Français où on allait prendre l'argent et qu'est-ce qu'on allait en faire. On va en parler. Et c'est là où je peux contribuer modestement au débat. Alors dites-moi, la situation économique, un mot, le taux de chômage, on l'apprend ce matin, c'est l'INSEE, vers son plus bas niveau depuis 2008. Une croissance qui pourrait dépasser les 6%. Ça va mieux? Tout va bien, c'est formidable. Non, mais je vous demande, ça va mieux? C'est n'importe quoi. Quoi, les chiffres? Non, c'est très bien, ça rattrape. Mais vous savez combien ils ont baissé? Les chiffres en 2020. Oui, mais vous savez combien ça a baissé en 2020? Le taux de chômage vers son plus bas niveau depuis 2008. Je n'y crois pas un instant. Comment ça, vous n'y croyez pas? C'est intéressant. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vois les Français. Les petits boulots payés rien du tout. Il y a des chiffres de l'INSEE. Il y a des chiffres de l'INSEE. Vous ne croyez pas aux chiffres de l'INSEE? Non. Attendez un instant. Vous savez combien il reste de chômeurs? Oui, des millions. Des millions. Vous savez comment vivent les Français? Avec un SMIC, ils peuvent même plus se chauffer. Alors, je sais qu'il y a la propagande. Donc ce serait indécent de dire que ça va mieux. Mais ça ne va pas mieux. C'est pas vrai. Il y a des petits boulots, et heureusement ça reprend, puisque ça a tellement chuté. Tellement chuté. Mais il y a un mur de dette pour nos PME qu'il faut lever si on veut conforter ces premiers résultats. Je me réjouis que ça aille un peu mieux. Comment? En étalant les dettes et en les transformant en fonds propres pour nos PME. Parce qu'on risque 1 million de chômeurs de plus. Là, vous parlez du remboursement des PGE? Exactement. Et vous savez qu'en Allemagne, ils ont fait quelque chose de très bien, vraiment très bien. Ils ont étalé les prêts et transformé ces prêts en fonds propres. Donc je veux qu'on ait Bruno Le Maire avait dit on fera du sur-mesure, de la dentelle au cas par cas. C'est pas comme ça que ça marche. En Allemagne, ils ont compris que si on veut éviter une rechute avec des problèmes majeurs, il faut mettre le paquet maintenant. Deuxième point, j'insiste là-dessus, il faut baisser les charges. Les créations d'emplois cette année. Je m'en réjouis, ça remplace les destructions de l'année dernière. Mais simplement, ce n'est pas vrai que ça va si mieux. C'est un peu mieux que ça, puisque c'est le taux de chômage le plus bas depuis 2008. Mais c'est n'importe quoi.
C'est de la propagande. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par n'importe quoi? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'INSEE fait de la propagande. L'INSEE fait de la propagande complète, parce que les chiffres, on leur fait dire tout ce qu'on veut. Mais écoutez, oui, on voit comment ça se passe. Ce que je veux vous expliquer, prenons les choses clairement. Qu'il y ait une amélioration, heureusement, il y a un rebond, un vrai rebond, parce qu'il y a eu une chute très brutale. Mais on n'a pas rattrapé le niveau d'avant-crise. Deuxième point, il y a des petits boulots mal payés, avec un problème de main-d'œuvre terrible, un problème de salaire, un problème de charge pour nos PME. Et ce que je propose, justement, dans ce livre, c'est de débloquer les choses pour à la fois augmenter le pouvoir d'achat, pouvoir recruter du monde, et deuxièmement, faciliter l'investissement de nos PME en France. On le voit avec la pénurie, ce qui se passe. À l'argent, on va y revenir. Mais vous dites qu'il y a un rebond, vous venez de le dire. Oui, il y a un premier rebond, mais je ne le dis pas. Je dis simplement dire, donc, tout va bien. C'est aussi bien qu'en 2008, c'est tellement mensonger sur la souffrance des Français. D'accord, donc Emmanuel Macron aurait tort et il serait mensonger, enfin menteur donc, s'il vantait son bilan. Oui, totalement. Vous dites qu'il y a un rebond. Il y a un premier rebond, l'économie française n'a pas souffert du pass sanitaire. Bien sûr qu'elle a souffert, les restaurateurs ont beaucoup souffert. Non, je vous dis que l'économie française rebondit malgré l'instauration du pass sanitaire instauré par Emmanuel Macron le 12 juillet. Le pass sanitaire a affaibli les secteurs qui y sont contraints. Enfin là, vous êtes un peu embarrassé parce que vous aviez dit sur LCI, c'était au micro d'Adrien Gindre, le 16 septembre, le pass sanitaire n'est pas bon pour l'économie. Oui, c'est vrai. Pour les restaurateurs, c'est une catastrophe, vous le savez très bien. Donc l'économie va mieux. On crée des emplois, il y a des entreprises, vous voyez bien, il y a des restaurants tout va bien. Qui ont souffert. Madame Martichoux, c'est vrai que tout va bien, c'est génial. Tout va mal, le pass sanitaire a tué l'économie. Mais je n'ai pas dit qu'il avait tué l'économie, je dis qu'il a affaibli l'économie et qu'en plus il est absurde sur un plan sanitaire. Vous êtes toujours je maintiens totalement contre, parce que c'est mensonger. Ça ne vous regarde pas. Ah bon, mais vous encouragez à la vaccination ou pas? Ça dépend qui, pas les jeunes. D'accord. Je vois que la Suède, d'ailleurs, tiens, je vous donne une information qui n'est pas sur les médias français. La Suède vient de suspendre la vaccination pour les moins de 30 ans avec le vaccin Moderna. Le Danemark vient de le suspendre sur les moins de 18 ans. Le pass sanitaire, c'est intéressant. Je finis ma phrase. Attendez, excusez-moi, Madame Martichoux. Le test PCR je vais vous répondre. Ne sera pas juste un point, Madame Martichoux, parce que je ne veux pas que les téléspectateurs se trompent. Autant je pense que pour les personnes âgées et fragiles, la vaccination est positive, autant je suis très dubitatif sur la vaccination des jeunes. Et je demande une commission d'enquête parlementaire sur les effets secondaires de la vaccination pour les jeunes, qui oblige la Suède, le Danemark et beaucoup de pays à suspendre la vaccination. Donc c'est un point très important dans le pays. C'est pour Moderna. Deuxième point. C'est pas pour les autres vaccins. Ça va venir pour les autres probablement. Ah bon? Vous verrez ce qui va se passer. Deuxième point. Vous jouez pas un peu les prophètes de malheur? Je joue pas les prophètes de malheur, j'en ai assez de la propagande qu'il y a dans notre pays. Il y en a eu beaucoup de propagande anti-vaccin. Il y en a eu beaucoup de propagande pas sur les chaînes de télévision. Pas sur les chaînes de télévision. Et je ne suis pas anti-vaccin, Madame Martichoux. On n'a pas suffisamment entendu les anti-vaccins. Je ne suis pas anti-vaccin. C'est pas la même chose. Non. Je suis pour que le médecin traitant évalue. Vous introduisez des doutes, ou en tout cas... J'introduis un doute sur les jeunes et je dis que les effets secondaires sur les jeunes sont importants et je demande aux Français d'être prudents. Les tests PCR, comme l'avait annoncé le chef de l'État quand il a imposé le pass sanitaire, ne seront plus remboursés à partir du 15 octobre. Non remboursés, ça coûtera, on l'a su ce matin, 44 € pour les PCR, les antigéniques 22 € et 25 en pharmacie. C'est ahurissant de voir ça. Car moi, je n'ai jamais nié l'épidémie Covid. J'étais le premier à mettre en garde. J'ai demandé des suspensions de vol de Chine, j'ai demandé le masque, j'ai demandé le test, donc je ne suis pas un imprudent. Et je dis que faire payer les tests sanitaires, c'est une aberration scientifique et sanitaire parce que ça empêchera de savoir ce qui va se passer cet hiver. Et c'est une mesure tellement absurde sur le plan sanitaire, comme de supprimer les lits d'hôpitaux, qu'on est dans une situation de folie publique. Alors on avance. Vous êtes contre le pass sanitaire. Vous dénoncez dans votre livre les abus de toutes sortes. Les faux passes sanitaires qui sont convoités par ceux qui, comme vous, partagent l'hostilité à l'égard des passes sanitaires. Est-ce que vous savez combien il y en a? Je n'en sais rien et on ne va pas passer notre vie. Est-ce que c'est un scandale? Mais le pass sanitaire est un scandale. Est-ce que les faux passes sanitaires... Mais bien, tout ce qui est faux n'est pas bien. Voilà, moi je respecte la loi. Est-ce que vous ne craignez pas d'encourager les faux passes sanitaires? Quel rapport là sur le livre? Parce que vous, par exemple, c'est un rapport direct. Les fausses cartes vitales qui permettent aussi des... Oui, comme tout ce qui est faux, je respecte la loi. D'accord.
Bon. Alors, les fausses cartes vitales, c'est un des premiers chapitres de votre livre. Les 2 premiers chapitres. Et vous dites que c'est un scandale, évidemment, que ça coûte de l'argent. C'est difficile à évaluer quand même, puisqu'il y en a entre 0,6 millions et 7,76 millions selon les différentes sources que vous citez là. Pour vous, il y en a combien entre cette fourchette ? J'estime au minimum 2 millions. C'est le rapport de la Cour des comptes 2020, c'est le rapport de l'Assemblée nationale de 2020, le rapport du Sénat 2019 est à 5 millions et le rapport des institutions de l'État, c'est-à-dire Inspection générale des finances et Inspection générale de la sécurité sociale, est à 7 millions. Bon, c'est ahurissant. Oui, la fourchette est quand même très étonnante, et effectivement. Oui, et vous savez pourquoi ? Et donc, ça veut dire que c'est difficile à chiffrer. Non, ça coûterait combien ? Pas du tout. Excusez-moi un instant, si je peux... C'est flou. Et vous savez pourquoi c'est flou ? Parce que c'est pas assez bien évalué. Parce que l'État a abandonné. Parce que l'administration de la sécurité sociale fait la politique de l'autruche. Et ce que je veux à travers ce livre, c'est dire aux Français, on vous a fait souffrir notamment les retraités. Emmanuel Macron a réduit le pouvoir d'achat des retraités depuis 5 ans, de manière très importante. Pas d'indexation des pensions et hausse de la CSG. Il nous prépare une nouvelle réforme pour 5 milliards. 5 milliards des retraites. 5 milliards. Pourquoi ? Il va la présenter avant ? Vous avez bien vu, ou après, il l'a dit. D'accord, le candidat Macron... Le candidat Macron, ça sera une nouvelle appauvrissement des retraités en France. Et pour 5 milliards d'euros, on nous dit. 5 milliards. Et au minimum, la fraude des cartes vitales, et j'ai pris exprès une estimation très prudente, c'est au moins 20 milliards. Donc ce que je demande, tout simplement, du bon sens, je demande que l'État fasse son travail sur les vraies fraudes, au lieu de s'attaquer au pouvoir d'achat des retraités, qui ont déjà beaucoup souffert. Est-ce que la qui ont des pensions très modiques généralisée et la seule solution que je propose, c'est une solution. C'est la seule solution. Elle rapporterait de l'argent, évidemment. Elle coûterait combien, d'ailleurs, la mise en place ? Elle a été estimée pour certains à 200 millions, d'autres à 300 millions. C'est dérisoire à côté. Même si ça coûte 1 milliard selon l'Algérie a mis en place la carte biométrique. Vous dites ça vaut le coup parce qu'on récupérait évidemment des dizaines de milliards. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait aussi des faux numéros d'immatriculation à la sécurité sociale qui se chiffrent en millions ? Est-ce que vous trouvez normal que l'on paye des retraites à des morts dans le monde entier ? Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des gens qui consomment leur RSA à l'étranger ? Alors, vous proposez tout ça dans votre livre, Nicolas Dupont-Aignan, récupérer cette fraude sociale. Pas que la fraude sociale, la fraude fiscale, les escroqueries à la TVA, du grand banditisme. 100 milliards. À peu près 100 milliards. C'est organisé. Effectivement, vous dites derrière, il y a le crime organisé. Tout à fait. Il y a pas financerait quelles mesures prioritaires ? 2 mesures prioritaires. 3 mesures. Un équilibre. Et on conclut là-dessus. C'est dommage. 3 mesures prioritaires. Le pouvoir d'achat, un 13e mois pour tous les Français, c'est-à-dire 8% de hausse de leur salaire. Jusqu'à quel Jusqu'à niveau de 3 revenu ? SMIC. Jusqu'à 3 SMIC. Jusqu'à 3 SMIC, ça coûte 20 milliards. Deuxièmement, une vraie baisse de moitié de l'impôt sur les sociétés pour les PME qui investissent uniquement sur le sol français. On parle des pénuries de produits parce qu'on a tout délocalisé depuis 20 ans. Et troisièmement, la reconstruction de l'hôpital public avec la réouverture d'un hôpital par département. Car aujourd'hui, vous le savez, des Français qui ont des tumeurs cancéreuses ne peuvent pas être opérés dans notre pays parce que les blocs opératoires ne fonctionnent pas. Vous êtes candidat, Nicolas Dupont-Aignan. Ça, c'est 3 priorités majeures. On aura l'occasion de vous recevoir à nouveau pour préciser ces propositions. Une question grave et complexe avant de se quitter. Vous savez que la commission Sauvé a révélé l'ampleur des crimes sexuels par l'Église. Monseigneur Moulin-Beaufort, premier évêque de France, a déclaré sur France Info hier que la confession, par principe, est au-dessus des lois de la République. S'agissant du secret professionnel, on rappelle qu'il impose que face à des abus sexuels, on cède, on doit en informer les autorités judiciaires. Est-ce que Monseigneur Moulin-Beaufort a raison de dire que la confession, elle est au-dessus des lois de la République ? Il n'y a rien au-dessus des lois de la République. En revanche, il y a la confession qui est un exercice à part. Il peut très bien y avoir une confession et ensuite il peut y avoir l'application des lois de la République. Ne confondons pas l'aspect public et l'aspect privé. La question qui est posée, c'est que quand quelqu'un est le réceptacle d'un secret aussi lourd qu'un abus sexuel, quelle que soit sa profession, même s'il est soumis au secret professionnel, il doit en informer les autorités judiciaires. Ma question est simple, est-ce qu'un prêtre qui recevrait la confession soit d'une petite victime, soit d'un prêtre pédophile, devrait systématiquement en informer l'autorité judiciaire ? Ça me paraît évident. D'accord. Voilà. Donc il a eu tort de dire ça. Et là, il dit ce qu'il peut dire. Je pense en revanche que ce qui s'est passé à travers ce rapport est exemplaire. Enfin, les portes s'ouvrent et j'aimerais
que toutes les institutions fassent la même chose, qu'il n'y ait pas que l'Église. Lesquelles, par exemple? Mais toutes les institutions, parce que le problème des abus sexuels traverse toute la société. Vous pensez à quoi? Des institutions sportives, toutes les institutions. Avec les enfants. Ce que je veux dire, c'est que il est important d'être juste. Et je crois que ce drame des abus sexuels est tellement fort dans notre société que j'aimerais qu'on continue à lutter, à faire preuve de transparence, parce qu'on est encore très loin du compte, à mon avis. Et faire un devoir de vérité au-delà de celui remarquable de l'Église. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. Dans un instant, le temps avec Guillaume.